Voilà, donc merci d'être revenu, d'avoir respecté le timing. Donc nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Dr Sarah Koskas. Dr Koskas est donc psychiatre, addictologue. Elle est responsable de l'unité d'hospitalisation pour le sevrage complexe. Elle est médecin responsable de la mission FIDES. Alors ce que je ne connaissais pas, c'est une branche particulière de la prévention et de l'addiction pour le personnel hospitalier. Elle est également vice-présidente du groupe d'études grossesse et addiction. Alors, elle a plusieurs casquettes, puisqu'elle a aussi un diplôme de criminologie appliquée à l'expertise mentale, différents diplômes en neurosciences, en grossesse et addiction. Et je remercie beaucoup donc Madame Koskas d'intervenir dans notre journée. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir de venir vous parler un peu de notre quotidien avec nos collègues. Donc, si on parlait d'addiction en maternité, j'ai choisi, même si je crois qu'il y a des addictologues dans la salle, de vous définir un petit peu les choses pour qu'on sache un petit peu aussi de quoi on parle. Parce que souvent, le terme addictologie est emprunté à des fins parfois un peu ubuesques. En tout cas, aujourd'hui, on sait que c'est une maladie neurobiologique reconnue, et c'est pour ça que c'est reconnu notamment dans nos hôpitaux. J'insiste sur ça parce que c'est quand même une jeune discipline, dans le sens où il y a 20 ans, il n'y avait pas forcément de service d'addictologie, en tout cas en France. Et bien sûr que les patients existaient, mais qu'ils étaient suivis en gastro pour les problèmes d'alcool. Il y avait quelqu'un en toxico qui s'occupait, en maladie infectieuse qui s'occupait des toxicomanes, mais il n'y avait pas de service à proprement dit. Certainement en lien avec ces représentations dont souffrent nos patients, en disant que ce n'était pas forcément une maladie, que c'était un vice, que c'était leur choix et que ils méritaient pas forcément des soins, ou avant ils étaient dangereux, donc considérés comme des malades psychiatriques, on les enfermait et puis le temps de l'hospitalisation ils ne consommaient pas. Aujourd'hui on sait que c'est une maladie neurobiologique avec une définition, et donc c'est l'incapacité à s'arrêter de consommer une substance ou un comportement, et en dépit des conséquences négatives. Donc il y a deux éléments, c'est le fait de la perte de contrôle et aussi le fait qu'il y ait des dommages, des conséquences négatives. S'il n'y a pas de dommages, il n'y a pas d'addiction. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Alors bien sûr, il y a beaucoup de nuances par rapport à la grossesse où on est à un temps court. Il y a des choses qui ne sont pas exactement... j'ai eu une question tout à l'heure, quand j'ai entendu, par rapport à qu'est-ce qu'on fait, parce qu'en addictologie, si on ne respecte pas les règles, il y a souvent une exclusion du service. C'est vrai que la grossesse crée une particularité où on ne va pas forcément appliquer ce qu'on fait avec nos patients, où on a énormément besoin que ce soit une demande du patient, avec que ce soit lui qui prenne rendez-vous, que ce soit lui qui soit dans une démarche de soins. On sait que ça, c'est extrêmement important pour la suite, qu'il soit acteur de sa prise en charge et que ce soit pas forcément l'entourage. Et c'est un peu différent pour les femmes enceintes parce que le temps est court, parce que l'enjeu est extrêmement important. Et donc, c'est une pratique où on assouplit beaucoup les choses par rapport à ça. Notamment, les patients ne viennent pas. On va parfois appeler les patients pour savoir ce qui se passe, ce que je ne ferai pas avec d'autres patients. Je n'aurais vraiment pas le temps. Donc c'est cette notion importante et revenir sur le fait que c'est une maladie neurobiologique et que l'exposition répétée à ces substances est à l'origine d'un dysfonctionnement. Alors bien sûr que les premières consommations, les patients consomment pour avoir du plaisir. Et il recherche un effet plaisir, et je suis arrivée un petit peu en retard, mais je pense que Gilles a insisté sur le fait que ça fait du bien en fait de consommer des substances. Ça on oublie souvent parce que on arrive un peu en fin de course et les patients ne disent plus forcément que ça fait du bien, ils consomment uniquement pour ne pas être mal, pour gérer ce sevrage, mais à la base ils se font du bien, ils sont pas maso quoi. Donc ça c'est extrêmement important, et si on passe à côté de cet élément de se dire mais qu'est-ce que le patient recherche dans le produit qui lui fait du bien, on passe à côté de la prise en charge. Parce que si on ne trouve pas autre chose, si on ne travaille pas avec eux sur
qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien d'autre que de prendre des substances, forcément, ils reconsomment parce qu'il n'y a pas de solution. Et souvent aussi, ils ont à l'esprit ces fausses croyances, ils sont remplis de fausses croyances que les produits est la solution à tous leurs problèmes. Notamment l'alcool m'aide à dormir, l'alcool me détend, sans le tabac je ne pourrais pas me tenir, le tabac m'aide beaucoup, voilà, toutes ces choses-là. Et quand on décortique, finalement, non, ils dorment pas bien, ils se réveillent fatigués, puis l'alcool, le tabac ne détend pas, il calme le sevrage en fait, mais comme le cerveau toute la journée et par moment en sevrage entre les cigarettes, à chaque fois qu'il fume, il calme ce sevrage. Donc il y a cet enregistrement, le tabac me fait du bien. Donc on va travailler sur ces fausses croyances pour les aider à changer de comportement et rétablir ce contrôle cortical qui est perdu un peu au niveau du cerveau addict. C'est-à-dire que toute personne qui va faire une activité, prendre quelque chose, voilà, un petit café à la pause, ça va lui faire du bien, et puis il va se rappeler que le café ça fait du bien, que ça, voilà. Donc on a en mémoire, parce qu'on est des êtres humains, énormément de choses qui nous font du bien. Cette tablette de chocolat avec les noisettes caramélisées, elle est particulièrement bonne. Quand je vais dîner avec ses amis, là, je me fais du bien. Quand j'ai des rapports sexuels avec mon conjoint, je me fais du bien. Donc, j'ai en mémoire toutes les choses qui me font du bien dans ma vie et les substances notamment. Tout le monde, après un verre d'alcool, se rappelle éventuellement de cet état un peu détente qu'on peut être. Voilà. Mais comme nous ne sommes pas forcément addicts, lorsqu'on n'est pas addict, on dit non, demain, je me lève à 6h pour aller à une journée en Luxembourg, je ne vais pas prendre de verre d'alcool puisque je vais être fatiguée au réveil. Voilà, j'ai ce contrôle cortical qui me dit voilà, tu vas peut-être prendre un verre, mais pas 2, mais pas 3. Lorsque je suis addict, je vois une canette de bière dans la rue, je marche, ça me provoque une envie irrésistible, un craving. Je fonce vers le supermarché consommer alors que j'étais sur le chemin de la crèche pour aller chercher mon enfant, alors que j'étais sur le chemin pour aller travailler, alors que j'avais promis à mon médecin que je ne consommerais plus parce que mon bilan était perturbé. Et il n'y a plus ce contrôle cortical. Tous les patients savent que c'est pas bon pour eux, tous les patients savent, alors pas forcément, ils n'ont pas forcément énuméré tous les événements négatifs liés à la consommation, mais ils savent que c'est pas bon pour leur santé. Toutes les femmes enceintes sont culpabilisées de consommer. Il n'y en a pas une qui dit « ouais, c'est cool, je fais du mal à mon enfant ». Non, elles sont toutes culpabilisées. Il y a ce contrôle cortical qui est interrompu par la maladie neurobiologique. Et c'est sur ça qu'on va travailler, notamment sur les thérapies, psychothérapies cognitivo-comportementales. On va rétablir ces connexions avec le cortex cortical préfrontal pour rétablir les raisons pour lesquelles cette patiente en particulier veut arrêter, parce que c'est pas forcément nos raisons à nous, chacun a ses raisons. C'est toujours très intéressant de demander aux patients qu'est-ce qui fait que, alors il y a la grossesse, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils consultent un addictologue alors que ça fait 30 ans que le problème est là. Donc les classifications internationales des maladies psychiatriques sont la DSM-5, qui s'est renouvelée en 2013 pour changer un peu les termes en termes d'addiction. Donc maintenant, on doit parler de troubles de l'usage des substances. Et ce trouble de l'usage, il faut qu'il y ait au moins 2 critères qu'on va parler plus tard, la diapo d'après. Comme je vous disais, il faut qu'il y ait une consommation avec des conséquences négatives, donc une dégradation. Et l'élément extrêmement important, qui est une notion de durée. C'est pas parce que on a un comportement avec une substance ou avec un comportement, notamment par exemple, si on va en vacances pendant 2 semaines et qu'on joue tous les jours au casino parce que là où on est en vacances il y a un casino et qu'en rentrant on reprend une vie sans jouer au jeu, on n'est pas forcément addict. On a juste perdu beaucoup d'argent, mais on n'est pas addict. Donc il y a cette notion de durée qui est extrêmement importante. Donc pour parler d'addiction, il faut parler de moins 1 an avec une dégradation et des critères que je vais rapidement énumérer, mais que vous connaissez certainement déjà, sur les dommages liés à cette consommation, la prise de risque avec des dommages sur toute la vie du sujet. Parce que la particularité de l'addiction, c'est qu'elle agit sur toute la vie du sujet. C'est pas uniquement une maladie qui agit sur la santé, ça agit sur la santé physique, la santé psychique, sur le côté social, sur l'environnement.
Et donc, c'est extrêmement important de voir les conséquences négatives de ces consommations. Souvent, ils consomment dans des quantités supérieures que prévues. Je bois un verre, 2 verres, et puis je m'arrêterai, et puis finalement, ils ne s'arrêtent pas, ou dans une durée supérieure que prévue. Et puis, il y a ce désir persistant mais sans y réussir de s'arrêter ou voire de réduire les consommations. Et donc ça, les patients le décrivent extrêmement bien. Donc les problèmes, je dis, sociaux, interpersonnels, physiques, psychiques, liés à la consommation. Et c'est aussi un élément extrêmement important qu'il faut prendre en compte quand on prend en charge des patients addicts, c'est le temps consacré à la consommation. Il y a un temps considérable à se procurer le produit. Alors, bon, certains produits sont extrêmement accessibles, mais voilà, il faut le temps d'aller en chercher, de se faire livrer, le temps de consommer, et puis le temps de s'en remettre. Souvent, ça prend 7-8 heures dans la journée pour ces patients-là, un temps où ils ne sont pas forcément disponibles et du coup, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire habituellement. Lorsqu'on arrête les consommations, on se retrouve avec 7-8 heures dans la journée. Nous-mêmes, si on se retrouve avec 7-8 heures en plus, on serait hyper content, mais du coup, ça fait un vide énorme. Et si on n'a pas préparé ça, sur 7-8 heures de quelque chose qui est censé faire du bien, pourquoi on arrêterait la consommation? Donc ça, c'est important de l'évaluer avec les patients. Beaucoup de plaisirs, de loisirs qui sont réduits, voire qui ont disparu dans la vie du sujet et qu'il va falloir reprendre avec eux pour retravailler par rapport à ça. La notion de craving a aussi été introduite dans le DSM-5, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'envie irrésistible de consommer. C'est une notion qui va durer toute la vie. Vous avez probablement dans votre entourage des gens qui ont arrêté de fumer il y a 10, 15 ans, 20 ans, et puis au moment d'un repas, ils voient quelqu'un se lever pour aller fumer à l'extérieur et dire « Ah, celle-ci, elle est bonne, je la connais. Cette cigarette-là, elle est très bonne. » Et puis, la conversation reprend et il ne va pas forcément reconsommer alors que ça fait 20 ans qu'il a arrêté. Donc, ça devient des pensées. Et ça, ce n'est pas une notion qui fait qu'on est encore malade. On peut être en rémission d'une addiction, mais avoir des cravings sans problème. Le phénomène, bien sûr, de tolérance, on augmente les quantités pour avoir le même effet. Quand on a... lors d'un dîner, quelqu'un qui boit une bouteille entière et qui est tout à fait en état de parler, sans les faire les tests, mais c'est tout à fait en état de parler, c'est pas qu'il est hyper fort, c'est qu'il boit tous les jours. Donc une bouteille, ça pose pas forcément de problème. Donc il y a vraiment ce phénomène de tolérance. Bien sûr que les gens qui consomment beaucoup, au départ, ils consommaient pas beaucoup et qu'ils ont augmenté pour avoir le même effet. Et puis les signes de manque à l'arrêt. Donc il faut au moins 2 de ces critères pour parler de troubles de l'usage. Et à partir de 2 ou 3, on a un trouble léger, 4, 5, trouble modéré, et plus de 6, on a un trouble sévère qui correspond au trouble dépendance qu'on utilisait auparavant. On parle de rémission aussi, on ne parle pas de guérison, mais de rémission si ça fait 3 mois qu'on a arrêté, une rémission récente, et rémission durable à partir de 1 an. Donc du coup, vous voyez que là, je ne vous ai pas parlé de quantité, ce n'est pas la quantité qui fait la maladie, mais ce sont les dommages induits par cette consommation qui sont extrêmement importants à repérer, et c'est ça qui fait l'addiction. Ce n'est pas forcément la quantité. Bien évidemment que la quantité aura un impact, et notamment un impact somatique sur les risques cancer, les risques cardiovasculaires, les risques neurologiques, bien évidemment, et puis les risques, bien sûr, sur le fœtus. Mais c'est important pour qualifier la pathologie. Pour certains patients, il va falloir dédramatiser. Docteur, j'ai arrêté de fumer depuis que je suis enceinte et hier, j'ai pris une cigarette. Hospitalisez-moi. Cool. Et puis il y en a d'autres. Moi, j'ai appris à ma fille à s'injecter parce que je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui lui apprenne. Donc il faut adapter son discours. C'est du vécu. Donc une évaluation, comme le disait aussi Gilles, médico-psychosociale, le fait que ça implique toute la vie du sujet. Donc on évalue la consommation, on évalue des facteurs de gravité, et la grossesse va en être un facteur de gravité sur l'impact de la consommation.
On va rechercher des signes cliniques de complications et des signes cliniques soit de sevrage ou d'imprégnation. On peut utiliser des questionnaires en fonction des substances pour évaluer les choses et savoir, pas forcément pour faire le diagnostic, mais pour orienter les patients. Ça peut être le cas pour l'alcool, pour le cannabis. Et puis, bien sûr, on évalue la motivation du sujet. Tout le monde n'est pas aussi motivé que ça, même si la grossesse est un accélérateur assez puissant motivationnel pour nos patients. Certains n'y arrivent pas quand même. Donc c'est extrêmement important, comme on disait tout à l'heure, hein, Gilles, on n'est pas là pour convaincre, mais pour aider les patients à changer leur comportement. L'objectif n'est pas forcément l'abstinence, même si on a tous envie que le monde de Mickey existe. Ce n'est pas forcément l'objectif actuel. Parfois, c'est juste réduire et pour accéder à ça dans un second temps. Lorsqu'on dit à un patient, il faut arrêter, c'est extrêmement important, il le sait. Il n'y a pas de problème. Il est au courant, elle est au courant qu'il faut arrêter, mais il faut l'aider. En tout cas, parfois, l'étape de réduire, même si ça n'a pas forcément d'incidence. Hein, on disait par rapport au tabac tout à l'heure, malheureusement, c'est vrai que souvent, elle passe de 20 à 5 cigarettes au moment de la grossesse, mais quand on fait souffler au CO-testeur, elles ont des CO de 20 cigarettes. Il ne faut pas trop leur dire, parce qu'elles ont fait beaucoup d'efforts, mais bien sûr, il faut les substituer à la hauteur des 20 cigarettes. Donc à chaque fois qu'on a un patient, on évalue à la fois les facteurs de risque liés à la substance qu'il consomme, qui sont propres à la substance. C'est pas la même chose de prendre en charge un patient qui est consommateur de tabac et puis un cracker, par exemple. C'est pas du tout les mêmes incidences, les mêmes effets. Donc on va adapter sa prise en charge. C'est pour ça qu'il faut pas non plus mettre les gens dans des catégories, mais plutôt la catégorie VIP. Et plutôt des facteurs individuels. Le fait que ce soit une femme enceinte, ça ne va pas être la même chose qu'un homme non enceinte. Parfois, je me rends compte des conneries que je dis. Et bien sûr, dans quel milieu évolue le sujet? Ça, c'est fondamental. Si on oublie en fait que la personne qu'on a en face de soi, on fait tout bien, mais elle est SDF, sans domicile, on est passé à côté de la prise en charge. Si on oublie qu'elle est soignante et qu'elle a accès aux médicaments dont elle souffre, on oublie la prise en charge. Si on oublie qu'elle travaille dans un supermarché et qu'elle a accès toute la journée à l'alcool, on oublie la prise en charge. Si on oublie le conjoint, on passe à côté de la prise en charge. Si un patient, notamment jeune, on lui dit « bon, maintenant, il faut arrêter le cannabis », tous ses copains consomment, donc on lui dit « il ne faut plus voir tous tes copains ». Mission impossible. Donc ça, c'est extrêmement important d'évaluer les choses avec le patient de manière générale. Et à chaque fois qu'on a un patient, on va rechercher ces facteurs de risque-là. Par rapport à l'évolution et l'installation de la maladie addictive, il y a des éléments à risque de développer la maladie qu'il faut repérer, notamment chez nos consommateurs. C'est bien sûr l'âge de la première consommation. Ce qui n'est pas forcément l'âge d'installation de la maladie, mais le premier verre d'alcool, c'est pas la même chose d'avoir consommé de l'alcool pour la première fois à 17 ans ou la première fois à 11 ans. On sait que le cerveau va avoir en mémoire la consommation solitaire, la consommation pour avoir un effet autothérapeutique, qui vous dit je consomme pour traiter ma dépression, pour dormir, pour traiter mon anxiété, pour pouvoir parler en public. Je dis que des conneries. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est un concept fédérateur. On ne parle pas d'alcooliques, de toxicomanes. Hein, ce sont des addicts. Hein, on voit d'ailleurs en pratique, hein, ils passent d'un produit à un autre. Alors, du coup, je ne vous m'occupe plus de vous, vous ne prenez plus d'alcool. Les cocaïnes, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas moi. Donc, voilà. Donc, maintenant, on prend en charge les patients globalement, sachant qu'en plus, pendant la grossesse, elles consomment souvent plusieurs produits, notamment pour supporter les effets des autres. Et celles qui, en tout cas, continuent à consommer pendant la grossesse sont souvent les plus graves. Et celles qui, du coup, utilisent plusieurs produits. Alors, revenons un petit peu au sujet. Depuis tout à l'heure, on disait, mais quand est-ce qu'elle va nous parler de grossesse? Les femmes sont plus fragiles. Ouais. C'est le scoop du jour. Elles sont plus vulnérables par rapport aux addictions. Globalement, les hommes consomment plus que les femmes, même si c'est en train un petit peu de changer, en tout cas en France et je pense dans le monde entier. Les jeunes filles consomment de plus en plus comme les garçons. Donc c'est la population en âge de procréer.
Il n'y a que pour les psychotropes, notamment en France, on est un peu champion du monde de consommation de psychotropes, où là, ce sont les femmes qui consomment plus que les hommes. Donc il y a une vraie vulnérabilité physiologique, on le sait par rapport notamment à l'alcool, avec l'installation de la maladie beaucoup plus rapidement chez la femme, beaucoup plus de dommages rapidement, l'addiction aussi s'installe beaucoup plus vite. Là aussi, la question de quantité n'est pas très intéressante parce que parfois c'est 1 ou 2 verres le soir, mais ces 1 ou 2 verres ont un effet très très délétère chez ces patientes. Donc il y a une vraie vulnérabilité. Bien sûr, elles sont plus victimes de violences. Je pense qu'on vous en a déjà entendu parler depuis ce matin. Plus victimes de violences, notamment conjugales, et de traumatismes dans l'enfance. Mais bien sûr, tout ça, il faut le chercher, hein, sinon il n'y en a pas. Même si on se bat pour ne pas les mettre non plus encore dans des catalogues de c'est un problème social, voilà, de toute façon c'est sûr qu'elle consomme puisque elle est d'un milieu défavorisé. C'est vrai que quand même celles qui consomment le plus pendant la grossesse sont quand même victimes d'une grande précarité et sont souvent des mères célibataires avec pas mal de traumatismes. Donc le monde de la maternité, ça aussi pour un addictologue, ça a été un peu un choc. Donc il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, où j'ai voulu m'intéresser plus aux femmes. J'ai pas voulu choisir un produit parce que souvent mes collègues choisissent un produit en particulier. Moi, j'avais pas envie pour se surspécialiser, mais plus m'intéresser aux femmes. Et là, il y a vraiment un choc des cultures. C'est-à-dire que le service de la maternité, bon, je pense que vous êtes en grande majorité à travailler dedans. C'est quand même un service où les patients sont pas malades. C'est le seul service de l'hôpital où tout le monde est hyper content d'avoir rendez-vous. Pas tous, hein, bien sûr. Mais il y a quand même une vraie différence. Tout est beau, c'est propre. Les murs sont roses, bleus. C'est le monde de Mickey, quoi. Moi, je suis arrivée, j'ai pas compris. Ces patientes-là, elles sont toutes désireuses d'enfants. Elles sont toutes hyper contentes d'être enceintes. Nos patientes, pas forcément désireuses. Donc, c'est vraiment difficile pour ces patientes. Elles ont envie de coller à ce schéma. C'est magnifique d'être enceinte, mais pas forcément. Et puis, on a un temps extrêmement court. C'est-à-dire que moi, en tant qu'addictologue, comme je vous disais, il y a une question de temps. On est tout le temps en train de dire il faut que le patient projette de prendre rendez-vous, de venir. Voilà, ça prend parfois des années. Là, non, on n'a pas le temps. Souvent, la découverte de la grossesse est assez tardive. Il nous reste quelques mois, quelques semaines. Et donc, pour moi, la notion d'urgence est devenue plus souvent présente dans mon quotidien. Donc, grossesse et addiction, ça va pas trop ensemble, hein, mais pourtant ça existe. Et donc, pour ces patientes-là, c'est extrêmement difficile d'arriver dans la maternité, notamment par alors, je pense que vous n'êtes pas concernés, mais beaucoup de soignants du monde de la périnate ont des avis extrêmement arrêtés, avec des idées reçues. Donc, il suffit d'arrêter, quoi. Je sais pas, enfin, t'es enceinte, t'arrêtes. Oui, pour le commun des mortels, mais pas pour les malades. Donc la maladie ne s'arrête pas au pied de la maternité. Lorsqu'on est diabétique, lorsqu'on est enceinte, on est diabétique encore. Voilà, ça ne change pas à ce moment-là. Alors bien évidemment que, comme je disais, la majorité des consommatrices vont modifier énormément leur consommation, vont voire même arrêter. Mais ce n'est pas forcément une évidence. Voilà, donc elles vont se retrouver face à ça. Et dans la manière de poser des questions en maternité, elles vont tout de suite ressentir à qui elles ont affaire. Moi, j'ai pas mal de patientes qui ont pu me dire ah non, j'en parle pas à ma gynéco, elle fera un malaise. Allez, c'est impossible. Donc, dans la manière de poser la question, pour pouvoir poser la question, bien sûr, il faut la poser. Mais il faut aussi que la patiente ait le sentiment que vous êtes OK pour entendre un oui. Et que c'est envisageable pour vous d'avoir un oui. Ce n'est pas juste remplir un questionnaire. J'imagine que vous ne consommez pas, ou oui, vous imaginez bien, je suis un bon malade.
Non, bon, bien sûr, donc des questions ouvertes avec la possibilité d'entendre un oui. Alors, on est en train de réfléchir au GEGA sur des questions qu'on pourrait aussi valider pour faciliter le questionnement. On voit que c'est extrêmement plus facile quand on interroge les patientes sur avant d'être enceinte, quelles étaient vos habitudes? Est-ce que vous consommiez de l'alcool, du cannabis, du tabac, de la cocaïne? Est-ce que ça vous arrivait de prendre des psychotropes avant votre grossesse? Donc là, souvent, là, c'est détendu. Ah ouais, alors avant, non. Et puis, depuis que vous êtes enceinte, qu'est-ce que ça a modifié? Est-ce que vous continuez à consommer? Est-ce que vous êtes toujours à 2-3 verres par jour? Est-ce que, voilà. Et comment sont vos habitudes aujourd'hui, hein? Racontez-moi comment ça se passe. Alors, bien sûr, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas forcément le but, c'est pas de devenir addictologue dans le monde de la périnatalité. C'est important de savoir après à qui, si j'ai un oui, je suis pas dans la merde. Donc voilà, il faut savoir à qui j'oriente les patients. Donc le réseau, hein, on en parlera tout à l'heure, mais le réseau est essentiel et on n'attend pas d'avoir une patiente addicte pour savoir qui est la personne à qui je peux orienter. Hein, on essaye en tout cas. Donc c'est difficile pour elles de trouver leur place au monde de la maternité, comme ça a pu être difficile pour moi en tant qu'addictologue de trouver ma place au sein de la maternité aussi. Donc instaurer une relation de confiance, ne pas essayer de faire avouer, hein, mais plutôt de faire de dire les choses, prendre un petit peu de temps et comme je vous disais, un petit peu être à l'aise avec le sujet sans forcément être expert pour mieux préparer les choses, parce qu'on sait aussi, comme je vous disais, qu'elles sont extrêmement culpabilisées de cette consommation. Et que de dire les choses, et parfois même elles disent je ne veux pas savoir les effets des produits, ne me dites pas, ça me fait trop peur. Moi j'insiste et je dis si, je vais quand même vous expliquer, parce que c'est important que vous sachiez l'enjeu, et ça va peut-être vous aider un petit peu aussi, voilà, sans vouloir être alarmiste, tout ça, mais voilà, l'enjeu est extrêmement important, notamment pour l'alcool. Je dis, consommez tout ce que vous voulez, mais pas d'alcool. Ça peut m'arriver, hein, j'ai dit ça il y a 2 semaines à une patiente sous traitement de substitution qui consomme du crack. Elle m'a regardé. J'ai dit non, là, votre consommation de crack, ok, bah ça y est, vous avez arrêté, vous êtes hospitalisé, c'est bien. Mais même si vous consommez de l'alcool de temps en temps, bah là c'est fini. Donc savoir aussi hiérarchiser un petit peu les choses. Alors bien sûr le tabac c'est fréquent, bien sûr le tabac c'est facile à demander, bien sûr qu'il faut s'occuper du tabac, mais on est vraiment dans une autre dimension avec l'alcool et avec un effet quand même, voilà, on l'a vu aussi tout à l'heure, qui est quand même fondamental sur ces enfants. Donc, grossesse à risque, ça aussi j'ai appris que c'était le terme VIP à la maternité. Hein. Forcément, il y a plus de rendez-vous. Ce sont des patientes dont on va s'occuper beaucoup plus. Donc, souvent aussi dans ces antécédents, on retrouve donc les morts in utero, des fausses couches, des grossesses extra-utérines. Elles sont souvent mal suivies, mais pas seulement de leur faute, hein, aussi du fait qu'elles ont peur en fait d'aller à la maternité. Donc, elles ont peur, parfois, elles ne sont pas en état de venir, donc elles loupent des rendez-vous et elles sont victimes de nombreux préjugés. Tous les produits posent problème. Je ne vais pas rentrer dans les effets des produits puisque voilà, la journée est longue. Mais en tout cas, elles sont face à des idées reçues des soignants et des idées reçues d'elles-mêmes qui sont un frein énorme à dire les choses. Aussi, un élément important, c'est que quand on pose la question par rapport aux consommations, et qu'on est persuadé que la patiente consomme, ou en tout cas on le sait mais il ne faut pas lui dire et on attend qu'elle le dise, si elle vous dit non, mais que vous avez posé la question, ne vous dites pas « elle ment encore, c'est pas possible ». Elle se dit juste aujourd'hui c'est passé, ça s'est pas vu. Mais elle se dit en rentrant, tiens, cette personne, ça l'intéresse mes consommations, donc peut-être que la prochaine fois c'est à elle que je dirai mes consommations. Hein, nos patients, parce que vous savez qu'en France, il y a une grande dynamique sur les patients experts, des gens qui sont un peu rétablis, qui sont vraiment rétablis, qui aident les autres patients, et ils décrivent bien ça. Ils disent, on m'a dit 60 fois d'arrêter de consommer, mais la 61e, je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a dit quelque chose, j'ai entendu quelque chose, et c'est pas la 61e qui a fait que j'ai
pu changer, c'est les 60 autres aussi, quoi. Hein, donc c'est extrêmement important, et de pas se décourager, même si la patiente ne dit pas oui. Donc tous ces idées reçues, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, sur les idées reçues des soignants. C'est pas son style, elle est soignante, ou elle est sage-femme, elle sait, elle me l'aurait dit. Puis je me rappelle d'une gynéco du service où je travaille qui vient me voir et fait « Sarah, tu sais quoi ? Une journaliste hyper clean, elle picole tous les jours. Je suis tombée par terre. Et en plus, c'est même pas moi qui lui ai demandé, c'est elle qui me l'a dit. » Là, je me suis dit, il y a encore beaucoup de boulot. Mais du coup, voilà, elle n'avait pas la tête. Hein. Elle aurait pas posé la question. Et pourtant, elle buvait tous les jours alors qu'elle était enceinte. Il y a des choses qui ont déjà été dites. Si on consomme un petit peu, c'est pas grave. Et puis toute la dynamique autour de l'allaitement, toujours encourager l'allaitement, qui peut même être un élément motivationnel aussi pour continuer, prolonger cet arrêt après la grossesse. Même si voilà, on gagne quelques mois où on peut encore plus avoir une maman. Et on sait aussi que plus la durée de l'abstinence est longue, même s'il y a énormément de rechutes après l'accouchement, au niveau notamment du tabac et des autres substances, plus l'abstinence est longue, on dit plus de 3 à 6 mois, plus l'abstinence peut durer. Hein. On sait que la rechute est maximum dans toutes les addictions dans les 3 à 6 mois après l'arrêt. Donc c'est une période un petit peu où il faut mettre les gens un peu sous bulle ou sous protection. Et bon, après, si ça tombe pendant la grossesse, parfois c'est un peu artificiel, comme je vous dis, parce que une fois l'accouchement arrivé, c'est un peu plus compliqué. Toutes les idées reçues sur les substituts nicotiniques, hein, il ne faut pas hésiter une seconde. Et alors en France, on peut prescrire des substituts nicotiniques quand on est infirmière, quand on est sage-femme, mais c'est encore difficile pour la prescription. Il ne faut pas hésiter, et comme je vous l'ai dit, au niveau des quantités, et se fier plutôt aux consommations avant la grossesse pour les posologies. Et puis les idées reçues des soignés, de toute façon je dis rien à la mater parce que sinon ils vont me retirer mon enfant, et donc puis je suis enceinte, donc je vais tout arrêter, donc y compris les traitements, et notamment parfois les traitements de substitution. Donc ça c'est extrêmement important, au contraire, voilà, quand on a des gynécos extraordinaires comme Gilles qui disent on a augmenté votre traitement, c'est adapté, voilà, parce qu'elles sont tout de suite, le gynéco, je vais lui dire je veux tout arrêter parce que je veux être la patiente modèle. Non, au contraire, il faut surtout pas arrêter, et voire même parfois il faut augmenter les traitements pendant la grossesse. Et puis si on boit pas tous les jours, c'est pas grave. Les patientes se disent voilà, moi il y a pire, quoi. Et puis bon, et puis je vais fêter les 3 mois. Là, ça fait 3 mois, je suis enceinte, ça y est, on va fêter ça. Et donc je vais m'autoriser à consommer. Donc l'idée principale, bien sûr, c'est qu'elles accèdent aux soins. De manière générale, en addictologie, et encore plus pendant la grossesse, c'est extrêmement difficile pour franchir la porte d'un service d'addictologie quand on est une femme. En même temps que j'ai ouvert cette consultation à la maternité, donc moi je travaille dans un service, donc un département de psychiatrie et d'addictologie où forcément il y a un biais, les gens ont pris rendez-vous pour venir me voir, donc parfois, comme je dis, ça prend des années. À la maternité, j'ai pris un bureau, on m'a proposé un bureau, le bureau de la diététicienne que je pique pendant une fois par semaine. J'ai pas mon bureau à la maternité, ça faut pas rêver. Mais je suis au sein de la maternité, et donc du coup c'est plus facile de venir. Alors bien sûr, je dépends de l'équipe de liaison, on en a parlé là tout à l'heure aussi, et c'est beaucoup plus simple pour elles de venir à elles que de leur dire il faut aller dans le service d'addictologie, où elles ont très peur d'être jugées, alors que c'est complètement faux, mais d'être jugées parce qu'elles sont une femme et elles sont enceintes éventuellement. Donc c'est extrêmement difficile. Et bien sûr, pour toutes les femmes qui ne sont pas enceintes, pour nous addictologues, et c'est vrai que c'est pas forcément le cas, s'interroger sur le désir de grossesse en amont. C'est vrai qu'anticiper les choses, c'est mieux. Et j'ai pas beaucoup de collègues qui posent cette question. Est-ce que vous êtes une femme en âge de procréer? Est-ce que vous avez un désir d'enfant? Et parfois on tombe de très haut, des femmes qui consomment
beaucoup et qui disent oui, depuis 3 mois, avec mon mari, on essaye. Donc voilà, super, vous avez un beau projet, mais on va peut-être d'abord s'occuper de l'addiction pour que le problème soit moins compliqué. Puis en plus, vous aurez plus de facilité à être enceinte. Donc voilà, anticiper les choses et lorsqu'on a une femme en âge de procréer, savoir un petit peu, parce que voilà, pour la contraception, tout ça, savoir un petit peu où vous en êtes avec votre projet de grossesse et du coup, où vous en êtes avec vos consommations. Donc c'est une lutte de tous les jours, de lutter contre ces préjugés, ces représentations qui sont un frein à ces patientes pour y accéder. Oui, je vous disais tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à ouvrir cette consultation à la maternité, en parallèle, dans mon service d'addictologie, j'ai ouvert un groupe de parole femmes. Alors, pas par féminisme, mais parce que je me suis rendu compte que dans les groupes de parole, les femmes étaient peu parlantes. Et souvent, elles me disaient « Non, mais moi, je ne veux pas y aller. Je ne me reconnais pas, en fait, dans les consommations. » Et donc, du coup, depuis une dizaine d'années, les femmes se retrouvent et on parle d'addiction et d'autres choses. Et là, elles se retrouvent dans leur consommation et elles parlent vraiment extrêmement librement. Et c'est vraiment une prise en charge très, très complémentaire à la prise en charge individuelle. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Ça, je pense que vous avez compris. 0. Ça, vous savez, mais c'est vraiment notre cheval de bataille. Quelques mots sur l'allaitement, qui, là aussi, avoir à l'esprit que c'est, je ne sais pas à vous que je vais dire que c'est la meilleure alimentation pour un nouveau-né, mais respecter le souhait de la mère. Et souvent, elles ont beaucoup de fausses croyances par rapport à l'allaitement et notamment par les consommations qu'elles peuvent avoir. Alors, bien évidemment, c'est dangereux de consommer pendant un allaitement pour le bébé. La grande majorité des substances passent dans le lait, pas les traitements de substitution aux opiacés. Donc ça, c'est pas du tout une contre-indication. Enfin, le jeune disait s'il y a que le VIH en fait qui est une contre-indication. Ça peut être choquant, mais voilà, donc la consommation, bien sûr, est une contre-indication à l'allaitement quand elle est active, quand il y a quelqu'un qui consomme tous les jours, qui consomme les substances. Mais vous savez que l'allaitement est fragile, donc quand on consomme tous les jours, on ne peut pas tenir un allaitement. Donc souvent, la question ne se pose pas par rapport à ça. Par contre, des consommations ponctuelles chez une patiente qui est un peu au bout du rouleau, qui a besoin de sortir avec ses copines, qui a besoin de sortir à une soirée, un anniversaire, et qu'elle se dit « bah non, je ne peux pas y aller parce que de toute façon, ils vont tous fumer, ils vont tous boire, donc moi ça m'intéresse pas », on peut éventuellement lui donner des recommandations et faire une petite pause dans son allaitement tout en continuant à tirer son lait et en fonction du nombre de verres qu'elle a pris, ne pas allaiter juste pendant ce temps-là et puis reprendre son allaitement par la suite, faire une pause. Par rapport au tabac, cette idée, même si bien sûr qu'il ne faut pas fumer, que ce serait bien de ne pas fumer pendant l'allaitement, mais en tout cas si on sépare la tétée de 2 heures de la dernière cigarette, on a quand même plus de un lait avec moins de nicotine, même s'il y en a encore un petit peu, mais en tout cas c'est des recommandations. Donc c'est pas une contre-indication. Après c'est vrai qu'au début c'est extrêmement difficile les 2 heures de les faire tenir parfois, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui peut être, s'il reste 1 ou 2 cigarettes, voilà, de se dire voilà, il faut les espacer de 2 heures après la consommation. Donc bien sûr, anticiper les choses. Pour le cannabis c'est une substance extrêmement lipophile, elle aime beaucoup tout ce qui est gras, donc on a peu d'études sur cannabis et allaitement, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que c'est beaucoup plus concentré dans le lait. Et donc c'est vrai qu'on va être un peu plus inquiet sur une consommation de cannabis qui va rester 1 voire 2 jours, enfin on ne sait pas exactement, mais en tout cas longtemps dans le lait. Donc on va, et puis c'est sédatif, donc ça risque de sédater le bébé qui ne va pas téter et du coup mettre en péril aussi l'allaitement.
Alors, c'est pas une contre-indication absolue, c'est pas parce qu'il y a une notion de cannabis dans le dossier qu'il faut dire pas d'allaitement. Mais s'il y a une consommation quotidienne, c'est sûr que ce sera pas possible. Mais un joint une fois, voilà, c'est pas une raison pour oula, c'est fini, vous pouvez plus allaiter. Hein, on fait une pause peut-être 1 ou 2 jours et puis on reprend l'allaitement. Mais bon, ça nécessite des études supplémentaires. Pour les traitements de substitution aux opiacés, donc buprenorphine et méthadone ne passent quasiment pas dans le lait. Donc il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, hein, on favorise l'allaitement parce qu'on sait que les syndromes de sevrage aux opiacés nécessitent beaucoup de portage, beaucoup de liens mère-enfant, enfin d'apprécier beaucoup ce lien mère-enfant. Donc on encourage l'allaitement. Ça ne suffit pas, bien sûr, pour traiter le syndrome de sevrage, hein, mais on encourage. Et pour l'alcool, comme je vous disais, avoir un petit peu un repère et se dire, voilà, si j'ai bu 1 verre d'alcool, je ne peux pas allaiter pendant 2 heures. Si c'est 2 verres, c'est 4 heures. Si c'est 3 verres, c'est 6 heures. Donc avoir un petit peu cette idée-là à peu près. Donc si je vais à une soirée, un anniversaire et que j'ai pris 5-6 verres, eh ben, je n'allaiterai pas jusqu'au lendemain matin. Mais par contre, je reprends mon allaitement par la suite. Elles aiment bien aussi tirer leur lait et le jeter symboliquement. Mais on sait que normalement, c'est éliminé. Et surtout, avoir aussi la notion que même si, bien sûr, ce n'est pas bon d'allaiter après avoir bu, la concentration d'alcool dans le lait sera égale à la concentration dans le sang. Et donc, 1 verre, c'est 0,2 grammes par litre dans le sang. Hein, vous savez, 1 verre 0,2, 2 verres 0,4. Et donc, du coup, c'est quand même assez faible comme concentration. Voilà, le timing est terminé. Ça tombe très bien. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, au total, ce sont des grossesses à risque qui doivent être prises en charge comme des VIP. Avec un accès qui est difficile, avec une nécessité d'avoir des relais dans la maternité qui me favorise beaucoup la prise en charge et bien sûr insister sur la prévention. Merci, docteur Koskas. Donc, vous confirmez un peu ce que je disais en début de matinée. Les psychiatres sont très loquaces, mais ô combien intéressants. Je relirai aussi avec beaucoup d'attention votre présentation, parce que je suis quand même inquiet par rapport à la classification des SM5. J'ai cru au moins dépister 2 critères chez moi. Donc, je relirai ça avec attention. C'était pour vous que je l'avais mis. Ah bon. Et du coup, je vais laisser les questions à la salle. Bonjour, j'aurais aimé savoir si vous aviez des données par rapport à l'allaitement et la cocaïne. Ça passe dans le lait. Oui, j'ai pas pu. Voilà, ça passe dans le lait assez facilement. On va être beaucoup plus inquiet sur l'effet par rapport au nouveau-né. Donc oui, s'il y a une consommation active, on va plutôt pas encourager. Après, si c'est quelque chose qui va permettre à la patiente à ne pas consommer, on va encourager l'allaitement chez ces patientes-là. Ça m'est arrivé, moi, dans certaines patientes qui étaient hospitalisées en unité kangourou, où on est hospitalisé après l'accouchement plus de 3 jours, donc 2-3 semaines en unité mère-bébé dans la maternité. Justement, je reviens aussi sur les dosages urinaires tout à l'heure. C'est pas parce que dans le dossier il y a noté addiction que, enfin en tout cas substance, qu'il faut fantasmer par rapport à ça. Moi j'encourage les dosages urinaires et donc ça peut être quelque chose qui peut aussi apaiser les équipes parce que les équipes sont paniquées en fait souvent quand il y a une patiente dans les lits qui consomme des substances. Alors certes les psychiatres sont loquaces, mais elles sont particulières aussi parfois dans le service de la maternité. Elles dénotent un peu avec les autres patients. Faire des dosages réguliers chez la maman quand il y a un allaitement pour rassurer tout le monde et pour la valoriser sur le fait qu'elle ne consomme pas, ça peut être un intérêt notamment pour les consommatrices de cocaïne en disant voilà,
On parle sur le parti pari avec vous que l'allaitement peut être possible, même si on est très inquiet. Par contre, on va faire des dosages urinaires 2 fois par semaine pour couvrir un petit peu la semaine. Par contre, s'il y a consommation, là, on arrêtera l'allaitement parce que voilà, la confiance est un peu rompue par rapport à ça, ou en tout cas, vous n'êtes pas capable, donc il n'y a pas de problème. On continuera, mais d'une autre manière. Voilà. Bonjour, je suis éducatrice spécialisée dans une salle de consommation à moindre risque, donc à la Brigado, et on travaille plus particulièrement sur le groupe Entre elles, donc un groupe d'accompagnement, un groupe de parole pour les femmes toxicomanes. Et on accompagne notamment des femmes qui mènent à terme leur grossesse. Et j'ai une question concernant la substitution, la mise en place d'une substitution. On a des idées reçues comme ça de la part des femmes consommatrices, et notamment au sujet de l'héroïne. Encore récemment, une femme qui nous disait finalement, moi, je n'arrête pas de consommer parce que la méthadone est bien plus néfaste pour mon enfant, et notamment en ce qui concerne le syndrome de sevrage. Du coup, voilà, je voulais avoir votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que c'est une vérité établie ou est-ce que c'est une idée reçue? Oui, il y a eu des études qui ont montré que le syndrome de sevrage chez le nouveau-né était plus puissant avec la méthadone, mais la majorité des d'autres études ont montré que ça améliore le poids de naissance, ça diminue le risque de prématurité, ça améliore grandement la grossesse. Par contre, le syndrome de sevrage, il n'est pas prédictif, c'est-à-dire que il y a des enfants qui n'en feront pas et il y a des enfants qui en feront, et ce n'est pas du tout lié à la posologie de méthadone ou de Subutex ou voilà, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des enfants qui la mère prenait 100 mg de méthadone et il n'y aura pas un syndrome de sevrage, ou alors il sera très faible, et puis d'autres, elles sont sous buprenorphine 4 mg et puis l'enfant va faire un sevrage extrêmement important. Sachant que le sevrage, il est plus, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus lié aussi au nombre de produits qui sont pris, plus que voilà. Donc c'est vrai que la méthadone, comme c'est un agoniste pur, on le voit d'ailleurs même avec nos patients, le sevrage est beaucoup plus bruyant. Mais il améliore toute la grossesse, et le risque d'overdose, qui sont des souffrances fœtales aiguës, le risque de sevrage, qui sont aussi des souffrances fœtales aiguës, avec des risques de mort fœtale. Donc c'est évident que la méthadone améliore nettement plus les choses. Après, le syndrome de sevrage, aujourd'hui, il faut relativiser un petit peu les choses. C'est vrai que c'est quand même aujourd'hui extrêmement bien pris en charge. Quand on est au courant, voilà, bien sûr, certes, il reste un peu plus longtemps à l'hôpital, mais c'est extrêmement bien pris en charge. Donc, voilà. Bonjour, moi j'avais une question. Comment vous gérez les signalements, ou quand vous détectez quelque chose, est-ce que vous devez signaler? Comment vous gérez le contrat de confiance avec la patiente, enfin? Alors moi, je suis très, vous avez vu, je suis quelqu'un de très honnête. Je dis les choses. Donc je suis très inquiète par rapport à une patiente, je lui dis que je suis très inquiète, et s'il y a une information préoccupante, c'est le terme qu'on utilise en France, on n'utilise plus trop le mot signalement, donc c'est information préoccupante, c'est-à-dire qu'on va informer d'une situation qui nous préoccupe, ça sera toujours fait par une équipe, ce sera pluridisciplinaire, ce ne sera pas une personne en particulier qui fait l'information préoccupante, c'est une équipe, parce qu'on a tous des doutes par rapport à des situations, on se dit oui, mais enfin bon, peut-être que je me trompe en fait, et donc quand on parle à plusieurs, souvent en fait c'est assez évident, et on arrive tous à parce que c'est quand même lourd comme acte, mais il faut parfois le faire. Il faut parfois le faire, comme la justice parfois passe comme une conséquence liée à cette consommation. Donc souvent, je préviens les patientes que notamment on va l'hospitaliser en unité kangourou le plus souvent quand on est au courant un peu en amont, pour évaluer ses capacités à s'occuper de son enfant, et aussi voir comment ça se passe avec cet enfant qui va être plus en difficulté qu'un autre enfant, qui va nécessiter une prise en charge beaucoup plus difficile qu'un autre enfant. Même si tous les nouveau-nés sont difficiles, ces nouveau-nés-là vont avoir une nécessité d'une prise en charge particulière, et que c'est juste pour m'inquiéter pour son enfant, et que je pense que elle, si elle voit une mère en difficulté avec un bébé, elle pensera aussi, et souvent elles sont d'accord en fait, en amont, quand on fait l'information préoccupante, ça se passe différemment, mais en amont, quand on leur explique que si vous voyez une mère enceinte avec une bouteille d'alcool, ou que vous voyez une mère avec un nouveau-né en train de consommer, quel est votre regard ?
comment vous êtes inquiète pour cet enfant? Ah oui, alors c'est terrible. Et donc je dis voilà, moi je suis juste inquiète en fait pour votre enfant, et donc je vais nécessiter d'évaluer les choses. Et puis s'il s'est passé des choses qui sont objectives, il faut toujours que ce soit des faits objectifs si on fait une information préoccupante. C'est pour ça qu'il faut des dosages urinaires, il faut des manquements. Elle est allée en permission, elle n'est pas revenue, des choses comme ça où elle a laissé son enfant, elle s'est désintéressée de son enfant, des choses qui vont nous inquiéter par rapport en lien avec sa consommation et la période périnatale. Toujours des faits objectifs, et on va lui dire voilà, on est inquiet, donc on va faire cette information préoccupante parce qu'on est plusieurs à être inquiets et que c'est pour vous accompagner, et peut-être que du coup vous allez pouvoir encore plus être aidé. Voilà, elles ne le perçoivent pas forcément comme ça tout le temps, mais c'est souvent difficile, mais surtout ne pas pointer une personne en particulier qui a fait l'information préoccupante, mais une équipe qui veut accompagner ces patientes. Mais oui, bien sûr, on en fait. Une dernière question du public en ligne. Sur l'une de vos dernières slides, il était écrit que les bières sans alcool sont déconseillées. Et donc la personne se pose la question, pourquoi? Alors, ça c'est un peu pour éviter les rituels, les habitudes qui font qu'au niveau cérébral, ça alimente encore de « je suis pas bien, je prends quelque chose », comme je dis, et « je suis pas bien, je fais quelque chose ». Donc si c'est ponctuel et ça permet de passer une bonne soirée, il n'y a pas de problème. Mais déjà, il faut faire attention que toutes les bières ne sont pas vraiment sans alcool. Là, les sans alcool, ça ne veut pas dire zéro. Donc il y a certaines qui ont un petit peu d'alcool. Et puis souvent c'est pour mimer les choses, et souvent elles vont reconsommer du coup des bières derrière. Donc c'est quelque chose qu'on ne recommande pas en addictologie en général. Merci beaucoup, Dr Koskas. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la dernière intervention de la matinée. Nous accueillons donc Dr Tim Bolchi. Dr Tim Bolchi est pédiatre néonatologue. Elle vient de la belle région strasbourgeoise, travaille plus particulièrement donc au CMCO. C'est le centre médico-chirurgical et obstétrical à Schiltigheim. Elle est membre donc du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Elle a des activités de recherche et de pédagogie. J'ai remarqué qu'il y avait un certain tropisme pour la génétique, notamment. Où j'ai travaillé, oui, un certain temps. Elle a réalisé de nombreuses publications, communications scientifiques. Et donc, Dr Tim Bolchi va nous parler un peu de la prise en charge des nouveau-nés, des mères consommatrices d'opioïdes ou sous traitement substitutif. Merci. Alors, j'ai encore un peu changé le titre. N'empêche que je suis dans l'hérésie puisque je parle d'opioïdes en parlant de manière très générale de tout ce qui touche au même récepteur. Et là, je vais me faire bien remettre en place par les gens qui connaissent bien ces molécules-là. En tant que pédiatre de maternité, je viens d'arrêter le prompteur. Oui, donc nous sommes confrontés à plein d'addictions. J'essaie quand même de l'allumer, si quelqu'un peut m'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider pour le PowerPoint? Là, je pense que c'est bon. Là, il suffirait que j'appuie là où il faut. Donc, nous sommes confrontés aux consommations maternelles à potentiel addictif de toutes sortes. J'en ai nommé quelques-unes. Mais en réfléchissant à ce que je vais dire aujourd'hui, j'ai quand même choisi tout ce qui touche les récepteurs opiacés. Parce que, pour plusieurs raisons, c'est parce que c'est quand même une consommation qui est en augmentation. Et pour le pédiatre que je suis, qui fait partie tout modestement de cette prise en charge, on est vraiment dans le cas typique d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un traitement, pour ce qui concerne le nouveau-né, qui est bien codifié, mais complexe tout de même, parce que ça nécessite un certain nombre de décisions.
et on est en première place, et parce que non seulement on va mener un traitement, mais en ayant toujours en arrière-pensée le fait que cet enfant-là, dans l'idéal, devrait rentrer à la maison avec ses parents, avec sa maman, et cela dans des meilleures conditions possibles de sécurité pour lui et pour le couple. Alors, j'en ai mis ce qu'on rencontre le plus fréquemment, des traitements antalgiques de toutes sortes, oxycodone, tramadol, codéine sous la forme du paracétamol codéiné, la consommation d'héroïne et heureusement beaucoup de traitements de substitution qui permettent un accueil complètement différent de ces bébés-là. On a des consommations qui sont souvent associées, donc des polyconsommations et y compris des consommations détournées. Alors, vous l'avez déjà évoqué, on va passer assez vite. Il s'agit souvent des couples et des bébés qui sont dans des situations pas toujours simples, soit parce qu'on est dans des soucis de milieu social et familial pas tout à fait aptes à gérer tout ça, soit parce qu'il y a des pathologies associées, qu'elles soient psychiatriques, qu'il s'agisse de mamans douloureuses chroniques ou des pathologies infectieuses chroniques. On retrouve quand même de manière quasi constante un tabagisme plus ou moins important et parfois, et ce n'est pas des moindres, des problèmes juridiques de toutes sortes. Alors sur le plan clinique, pour ce qui concerne le nouveau-né, on est toujours inquiet par rapport à l'imprégnation et au syndrome de sevrage, comme pour toute substance psychoactive qui donne lieu potentiellement à un sevrage. Et l'intensité et la gravité sont, vous vous doutez bien, très différentes selon du temps qu'a pris cette consommation, des doses qui sont consommées, de la substance et de la consommation de plusieurs substances, ce qu'on appelle, nous, la polyconsommation. On va y arriver. Voilà. Alors, pour ce qui est quelques mots pour ce que Dr Koskas et les précédents orateurs ont évoqué, est-ce qu'il y a vraiment, véritablement, pour le pédiatre, une différence entre les deux traitements de substitution? J'ai envie de dire que non. Tant que la mère est bien équilibrée et apte à poursuivre son parcours, les publications américaines parlent de quelques avantages de la buprenorphine. Il n'est pour autant pas conseillé de changer quoi que ce soit pendant la grossesse pour ça. Alors, on est là pour parler de ce qui nous arrive ensemble, donc je vais pas faire l'économie de le repréciser aussi. Toute cette prise en charge pédiatrique est fondamentalement dépendante de ce qui se passe dans ce réseau dont nous faisons partie, avec une prise en charge médico-psychosociale, ayant comme objectif commun de diminuer autant que possible les risques liés à la consommation et un peu pour le versant postnatal, l'apprentissage d'une parentalité qui permettra, comme je l'ai déjà dit, à ce que cela aboutisse à un retour à domicile dans les meilleures conditions possibles. Nous faisons partie de ce versant prénatal avec une première rencontre qui a souvent lieu en milieu fin de grossesse. Mais comme vous dites très justement, il s'agit de VIP, donc on le fait quand on peut, à des horaires pas tout à fait orthodoxes, parfois du style 22 heures en salle d'accouchement parce que ça fait un mois qu'on essaye de le faire. Donc, ce n'est pas toujours fait dans de bonnes conditions, mais quand c'est fait dans de bonnes conditions, elle permet de dédramatiser de la manière la plus honnête possible, de donner des explications claires sur ce qu'on attend comme tableau clinique, aussi bien côté imprégnation que sévrage, d'annoncer la durée de l'hospitalisation
chose qui logiquement a déjà été fait par nos collègues sages-femmes du réseau, et tout simplement de nous présenter et de présenter les lieux où sera accueillie la maman et le bébé et de présenter autant que possible l'équipe qui la prendra en charge. Et je parle là des puéricultrices notamment et des auxiliaires de puériculture. Alors pour essayer de résumer un petit peu, tout commence en anténatal pour ce qui nous concerne, grâce à votre travail qui allait accueillir de manière la plus attentive, la plus VIP possible ces futures mamans, et en mettant en place ce suivi en réseau qui permettra idéalement, pour ce qui est des opioïdes, le traitement de substitution. Alors, on arrive en salle d'accouchement. Qu'est-ce qui va se passer sur le côté pédiatrique? Il va se passer qu'il faut quand même être pas loin. Essayer de porter une information qui soit la plus claire et uniforme possible si elle est nécessaire. Donc avoir la même parole, le discours cohérent avec le reste de l'équipe obstétricale. Sur le plan pratico-pratique, faut-il qu'on soit présent à l'accouchement de ces bébés-là? On peut nuancer un petit peu. On n'est jamais très loin, mais vraiment, c'est des choses qui sont à discuter au cas par cas avec l'équipe obstétricale. Pour les mamans qui sont connues, qui sont stables, qui ont un traitement de substitution qui est connu avec une certaine confiance, et pourquoi pas, on n'est pas obligé d'être là à l'accouchement, mais comme dit, on n'est pas loin. Par contre, il est obligatoire, on considère que c'est obligatoire qu'on soit là quand il s'agit des polyconsommations connues ou des doutes sur une consommation ou tout simplement des facteurs obstétricaux de risque associés. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Des choses toutes simples qui sont déjà expliquées aux parents en anténatal. Tout simplement un scope. Pourquoi? Parce que ça évite les quelques accidents qui pourraient être liés à la somnolence maternelle ou à l'imprégnation du nouveau-né. Et puis ça rassure tout le monde et c'est quelque chose qui est fréquemment pratiqué même pour des enfants issus de grossesses sans ce type de risque quand on fait du pot à pot et que la mère est fatiguée. Petit mot pour parler de l'analoxone qui apparaissait dans les anciens papiers mais qui est un véritable danger concernant le risque du sevrage aigu chez le nouveau-né. Et si tout de même on se retrouve devant une dépression respiratoire ou des difficultés des pauses respiratoires, pensez plutôt à une consommation associée de benzodiazépines, c'est quand même assez fréquemment le cas. Et surtout, et grâce à votre travail, c'est le cas relativement fréquemment, l'état maternel et néonatal le permet et on va on va mettre l'enfant tout simplement en pot à pot. Et on va en tout cas essayer d'éviter un maximum de séparer cet enfant de ses parents, de sa mère, de ses parents. N'oublions pas le père. Il y aurait plein de choses à dire. On va quand même dire que dès lors qu'il est présent, il peut apporter plein de choses. Et après, comme dit, on pourrait en parler longuement. Ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas l'oublier. Il est là, il est là tout autant que la mère. Alors, on va essayer, dans cette même lignée de conduite, de réaliser l'examen du nouveau-né auprès de ses parents. Je suis pédiatre, donc je suis quand même un petit peu dans une maternité et un peu dans le monde des bisounours. Donc, je me dois de prendre en compte ça, mais l'examen doit rester non seulement une présentation du nouveau-né aux parents, mais également quelque chose de très sérieux. Et on parlait tout à l'heure du syndrome d'alcoolisation fœtale. C'est rare, mais il ne faut quand même pas oublier d'évaluer ce côté
dysmorphie, tonus, tout ce qui peut nous aider à le prendre en charge. Et selon les protocoles et la situation, et il se trouve que dans nos protocoles, comme disait Madame Chanal tout à l'heure, l'analyse, l'examen des urines maternelles est réalisé de manière systématique pour les futures mamans dont la consommation et le traitement de substitution sont connus. Même pour des mamans stables, ça permet de faire un état des lieux et ça fait partie du contrat. Des examens spécifiques pour le nouveau-né existent. On a évoqué les urines parce que c'est ce qui est fait le plus fréquemment, mais ça a ses défauts et en fin de compte, quand on a une analyse des urines maternelles, on n'est jamais vraiment amené à le faire. Et quand on le fait, puisqu'on n'a pas eu cette information-là, on est souvent trop tard. Donc, ça a ses limites. L'analyse du méconium, c'est considéré notamment par les Américains comme le golden standard, et ça a un avantage qui est celui d'avoir une accumulation qui permet d'évaluer une plus longue période de la grossesse à partir de 20 semaines, mais ça a aussi le désavantage, comme c'est une accumulation, ça ne met absolument pas en évidence, par exemple, une période d'abstinence proche de l'accouchement. Tout ça pour dire, on peut effectivement analyser les cheveux, on parle maintenant du tissu du cordon ombilical, notamment aux États-Unis, parce que je pense que vraiment la problématique est bien différente et qu'on arrive en salle d'accouchement sans avoir tout ce qu'on essaie de mettre en place pour ne pas en arriver là. Et je vais essayer d'aller vite parce que j'ai commencé tard. Alors, la durée d'hospitalisation est généralement, ça fait partie pareillement du contrat, elle est annoncée d'emblée et c'est 8 jours minimum dans notre centre, quoi qu'il en soit. C'est ce qu'on dit. Parfois, ce n'est pas ce qu'on fait pour des raisons diverses et variées. Et s'il faut que je répète quelque chose, c'est le sur-mesure. C'est taillé sur mesure, toujours. Mais généralement, on arrive, dès lors que c'est établi avec les couples, cette hospitalisation ne pose pas vraiment de soucis. Alors, petit mot sur l'allaitement. Dr Koskas en a vraiment touché les points importants. Très peu de contre-indications, bien sûr à l'exception du VIH. On a quand même des réelles réserves pour l'héroïne et pour être tout à fait honnête, si on a l'occasion d'en parler et qu'il s'agit de consommation régulière, nous, on déconseille. Et il reste toujours le problème de la polyconsommation d'autres substances psychoactives qui auront un passage important dans le lait. Et vous en avez très bien parlé de tout ça, bien mieux que moi d'ailleurs. Mais l'allaitement, sur le côté pédiatrique, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut l'encourager quand il n'y a pas de vraie contre-indication, reste quand même un vrai défi pour l'équipe. Parce que ces enfants-là qui présentent des symptômes de sevrage de moyenne intensité ont souvent une prise de poids qui est loin d'être rassurante. Ils ont parfois des tétés qui ne sont pas tout à fait efficaces. Donc, il faut vraiment s'accrocher et on y arrive si on a tout mis en place pour qu'on y arrive. Et tout mettre en place, c'est tout ce que vous faites, c'est ce qu'on fait aussi. Et c'est surtout donner du temps, beaucoup de temps et de patience. Et après, il reste aussi l'état maternel qui parfois est fatigué. On n'a même pas besoin de consommer des opioïdes ou des opiacés pour être fatigué les premiers jours, pour être somnolente, et encore plus quand on est dans cette situation-là. Et puis, un petit mot aussi, ces mères sont particulièrement fragiles parce que souvent, elles ont des histoires antérieures très compliquées avec des traumatismes, parfois sexuels. Donc, l'allaitement, ça fait un peu des rappels à ça. Donc, voilà. Et pour parler proprement dit du syndrome de sevrage du nouveau-né, on n'a pas trop parlé de l'imprégnation, mais
nous sommes très rarement confrontés à une vraie imprégnation qui pose des soucis sur le plan clinique. Nous sommes bien plus régulièrement, plus fréquemment confrontés au syndrome du sevrage, défini comme l'ensemble des manifestations cliniques liées à l'arrêt brutal d'une imprégnation chronique par les opioïdes après l'accouchement. Alors voilà, c'est un moment très très compliqué pour l'enfant. C'est une grande souffrance et c'est une source de risque pour le futur de cet enfant. Quelques chiffres, vous en avez tous donné. Moi, ça m'a vraiment impressionné, c'est pour ça que je l'ai mis. L'augmentation aux États-Unis avec des pics comme j'ai pris West Virginia, 33 syndromes de sevrage néonatal pour 1000 accouchements. C'est énorme. Voilà. En sachant que entre 55 et 94, voire plus, des enfants de mères qui vont consommer des substances opioïdes présentent des signes de sevrage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça survient? Généralement, les 7 premiers jours, avec des variations selon... Ce sont des choses que vous connaissez tous. Hein. Ça dépend des traitements par benzodiazépine, ça dépend de la demi-vie de la molécule. Classiquement, quand il n'y a rien d'autre, on part de J1 pour l'héroïne, J2 pour le Subutex et J3-4 pour la méthadone. Voilà, avec des signes qui sont peu spécifiques, mais qui progressent petit à petit, qui sont isolés dans leur progression intermittente et puis quasi permanent si aucune mesure n'est mise en place, et qui, de manière logique, sont des manifestations neurologiques et gastro-intestinales principalement du fait de la localisation des récepteurs. Donc j'en ai fait un petit inventaire, trémulation, irritabilité, hypertonie, le cri aigu. Ça, c'est assez connu parce qu'on l'entend, on le sait. Ça fait dire souvent au personnel soignant ce qu'on ne veut pas trop entendre, mais c'est quand même un cri très particulier, des réflexes exagérés, et à arriver très rarement, heureusement, à des manifestations extrêmes comme les convulsions. Et sur le plan de l'alimentation et sur le plan digestif, une alimentation qui est globalement difficile, une mauvaise coordination entre la succion et la déglutition, des selles qui sont liquides et très fréquentes, et tout ça ayant comme conséquence une prise de poids tout au plus modeste initialement, voire l'absence, une perte de poids. On retrouve également des signes de dysautonomie, hypersudation, hyper ou hypothermie. Tout ça, c'est assez connu puisque ça fait partie de nos moyens d'évaluation. Un petit mot, j'essaie d'aller au plus vite, ne pas hésiter à faire recours au bilan complémentaire. Des plus simples au plus compliqué, surtout si on a un contexte évocateur comme une grossesse peu ou pas suivie, ou alors on se retrouve dans des manifestations disproportionnées par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Et attention donc à ces pathologies associées, soit secondaires, soit complètement différentes, mais avoir un syndrome de sevrage ne va pas empêcher un bébé de faire une méningite, peut ne pas l'empêcher d'avoir une pathologie neurologique autre, mis à part le fait d'avoir des problèmes neurologiques qui sont dus à des consommations comme la cocaïne, par exemple. Et surtout, on peut se retrouver devant des troubles métaboliques de type hypoglycémie, hypocalcémie, ce genre de choses. Quelques mots chez le prématuré. On dit toujours que les manifestations de sevrage sont de moindre intensité et on peut retrouver quelques explications physiologiques. Mais on peut aussi penser que les scores qu'on utilise sont peu adaptés à ces bébés-là et que donc il faudrait s'y prendre autrement, peut-être en utilisant les principes du NIDCAP,
Quelques mots également pour le syndrome de sevrage néonatal extrêmement sévère, complexe, qui se manifeste par la persistance ou même l'augmentation des symptômes du sevrage, malgré le recours à un traitement qui a été rapidement et correctement mis en place, aussi bien non médicamenteux que de substitution à forte dose, et qui est favorisé, on peut aisément deviner par une polyconsommation, par exemple, par l'absence de la mère, absence physique. Ça nous arrive, hein, tout ce qui est accouchement sous X ou fugue, mais bien plus souvent par l'absence dans sa prise en charge de mère, pas forcément physique, mais dans ses compétences. Et donc, le traitement, cette fois-ci, il n'y a pas de consensus, évidemment. Il est adapté à la situation et toujours à discuter en équipe. Et souvent, ça dépasse la maternité simple, ça va aux soins intensifs ou en réanimation. Et pour revenir à l'évaluation et à la prise en charge, vous connaissez tous les scores les plus fréquemment utilisés, le Fingan, le Lipsitz, et des protocoles existent dans la majorité des centres en France qui sont très proches et pour certains facilement retrouvables sur le net. Je me suis amusée à chercher et j'en ai trouvé pas mal. Et les protocoles sont indispensables pour que la prise en charge initiale soit la plus standardisée possible pour pouvoir ensuite faire du sur-mesure. Je ne sais pas si je me fais je pense que oui. Alors, les points communs immuables de tous les protocoles de prise en charge sont les 2 axes de traitement avec l'importance des soins de confort. Voilà le Fingan, le Lipsitz. Et je vous ai mis le Mother, qui est un Fingan un peu modifié, qui rajoute l'absence de prise de poids et l'irritabilité excessive, qui est utilisé par pas mal d'équipes aux États-Unis, et qui reprend un petit peu des items de traitement et de surveillance. Alors, ce qui est aussi très utilisé et dont on se sert beaucoup en complément du Fingan que nous utilisons dans notre centre, c'est le Eat Sleep Console. La capacité de l'enfant à manger, le sommeil sans interruption et la facilité à être consolé. Et donc, si ces critères ne sont pas réunis pour les équipes qui se servent principalement de ça, on commence par évaluer l'environnement, tout ce qui a été mis en place comme traitement non pharmacologique, et ça aidera à prendre une décision soit d'initier, soit d'augmenter le traitement pharmacologique. Pour ce qui nous concerne, on se sert beaucoup comme modalité d'évaluer une situation qui est limite, où on ne sait pas dans quel sens on ira pour la mise en place du traitement pharmacologique. Les principes, comme j'ai dit, sont communs. On a le traitement non pharmacologique, le pharmacologique. On n'est pas dans un consensus parfait, mais on fait tous plus ou moins la même chose. Alors, tout ce qui est mis en place nécessite de l'être dès la naissance, sans attendre qu'il y ait apparition des signes de sevrage, car ça permet de diminuer, non seulement de traiter, mais de diminuer l'apparition de ces signes. On privilégie autant que possible l'hospitalisation mère-enfant et autant que possible également placer la mère au centre des soins, la mettre en avant, tout en lui donnant les moyens avec des explications concernant ce qu'on attend. Dédramatiser, vous l'avez tous dit, je ne me fais pas l'économie, bien que ça ne se soit pas toujours facile. La rassurer quant à ses capacités et surtout l'accompagner et aussi prendre le relais si le moment le nécessite. Et tout ça pour arriver à un climat de confiance qui permettra cette alliance thérapeutique
soignants parents. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de faire plein de choses, réduire les stimulations, faire du pot à pot, du portage, du berçage. C'est pour ça que je parlais du temps et du temps qu'on doit donner à ces bébés-là, observer, renforcer les comportements auto-apaisants, individualiser les techniques de réconfort, et tout ça, c'est en lien avec les parents, qu'on doit aider à reconnaître eux-mêmes mieux ce qui déclenche et ce qui déclenche les signes de sevrage et reconnaître tout simplement ces signes-là. On doit également se forcer d'anticiper autant que possible les besoins de ces enfants, de manière plus classique, protéger les zones touchées par les excoriations. Quand on est formé au principe NIDCAP, ça peut être très, très utile. Ce sont les soins de développement pour les nouveau-nés prématurés, mais il y a plein de principes qui sont utilisables dans une situation de syndrome de sevrage, comme par exemple ne pas réveiller pour les soins si possible. Il faut attendre pour se caler au mieux sur le rythme de bébé les périodes de réveil ou de tétée. Quelques mots sur le cododo. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais on a envie de dire oui, on a même envie de le faire et on le fait avec les petits lits spéciaux qu'on peut attacher au lit de la mère. Après, on est parfois en difficulté de sécuriser les enfants quand on le retrouve dormir dans le lit de la mère, parce on prend le pot à pot et tout ça, et puis on est dans des situations qui ne sont pas simples à gérer, mais on tente de rester dans l'honnêteté et quand même en gardant une certaine sécurité. Bien sûr, comme il y a des problèmes d'alimentation, tout ce qui touche à l'alimentation, on doit s'adapter au mieux, donc enrichi, fractionné, parfois adapté pour favoriser la succion déglutition et pour éviter la régurgitation, tout ça. Et attention à la substitution adaptée de la mère. La mère est co-acteur dans cette prise en charge, donc il faut qu'elle soit bien. Alors, si on parle du traitement pharmacologique, petite idée qui est quand même qui a son importance et qui est celle qu'il il faut pas tenter à tout prix de se passer du traitement pharmacologique quand celui-là est nécessaire. Et le début est évalué le plus souvent si le score... Ah, petite erreur, pour le Lipsitz, c'est 8, non pas 4. Alors, il n'y a pas de vraie standardisation, mais les substances faisant consensus sont la méthadone et la buprenorphine, parce que on peut aisément voir que c'est le traitement le plus physiologique possible. Il y en a plusieurs qui sont utilisés. Chez nous, on a l'Oramorph, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'équipes en France. Mais le chlorhydrate de morphine est utilisé également, la méthadone pour certaines équipes, la buprenorphine aussi. Le principe est toujours le même, l'adaptation progressive de la dose pour stabilisation et puis pour pouvoir faire une décroissance progressive en s'adaptant à l'état de l'enfant et en utilisant les scores qui vont être non pas seulement utilisés pour évaluer la nécessité, mais également et surtout pour utiliser l'efficacité de ce qu'on fait. Et donc voilà quelques détails de ce qui se fait, qui se comprend assez facilement. D'autres traitements sédatifs ou agonistes adrénergiques sont évoqués, et notamment la clonidine qui est de plus en plus utilisée en deuxième ligne pour les syndromes de sevrage complexe ou sévère. On peut aussi essayer, et on l'a déjà fait, de passer à un traitement morphinique plus fractionné en plusieurs fois.
Il y a des addictologues dans la salle, j'en suis pas, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Le remplacement de la morphine par la buprenorphine sublinguale pour une meilleure biodisponibilité a été évoqué. Et ce que je viens de dire, l'introduction d'une deuxième molécule qui, elle, sera, si c'est la clonidine, et ça semble être vraiment la molécule à utiliser en ce moment, qui sera tout simplement symptomatique, mais qui aidera à passer un cap. Et on arrive tout doucement en fin d'hospitalisation, et on a toujours en tête qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. On est confronté tous les jours. Confronté, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est celui qui m'est sorti parce que je pense que ça fait un petit acte manqué. On est tous les jours devant ces bébés, mais le bébé n'est jamais seul, il est avec sa maman, donc on passe beaucoup de temps. Et plus on passe de temps, plus on ressent l'énorme importance de ce que vous faites. Et on est toujours en train en lien avec l'équipe maternité addiction. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à la fin de l'hospitalisation et au retour au domicile qui sont pour le côté qui nous incombe le but. Et on sait qu'on va réaliser cette fin d'hospitalisation si le syndrome de sevrage ne nécessite pas ou plus de traitement médicamenteux, j'entends. Si la mère maîtrise bien les soins et en absence d'autres problématiques. Et là, vous allez me dire, je vis au monde des bisounours. Non, pas vraiment, parce qu'on est quand même confronté à ça. De problématiques de type logement, des conflits de toutes sortes, et aussi parfois la confidentialité envers toute la famille, y compris le papa, qui pose des soucis, et je dis qu'on n'a pas la solution à ça. On ne l'a pas, on essaye juste d'être correct envers la prise en charge de l'enfant et de dialoguer avec la maman. Et voilà, donc tout ça dans le but de donner une chance à ce couple mère-enfant et d'arriver à une hospitalisation qui est généralement pas plus longue que 8 jours pour les mamans ou pour les bébés où les syndromes de sevrage sont de faible intensité et bien calmés par tout ce qui est soins non pharmacologiques, bien plus longs par ailleurs. Et je finis par vous donner les quelques particularités du CMCO, qui est la maternité où je travaille, qui est une maternité de niveau 2, où on accueille un peu plus que 3000 accouchements par an. On fait systématiquement une prise en charge en unité kangourou en maternité. Donc, on a une puéricultrice qui est dédiée à l'unité kangourou. Une équipe pédiatrique de toute petite taille et pas d'interne. J'ai mis pendant les gardes, mais comme c'est fait pendant la garde, il y a quelques petits défauts. En fait, on n'a pas d'interne du tout. Donc, on est en lien direct et il y a très peu de pertes d'informations. Et l'équipe de puéricultrices, elle est à l'image de tout ça. C'est une petite équipe qui sont pour la plupart formés à la prise en charge en unité kangourou des bébés de mères consommatrices de substances de ce type. Et le changement d'équipe de puéricultrice, qui est celui de l'équipe de sage-femme, c'est sur 12 heures, ce qui permet une meilleure continuité des soins. On a également la chance d'avoir la proximité de l'équipe maternité addiction et par après, quand le retour à domicile nous inquiète, de réaliser des hospitalisations en unité mère-nourrisson, en psychiatrie, ou de faire de l'hospitalisation à domicile ou de faire appel au centre de soins spécifiques des mères dépendantes qui sont aptes à accueillir la mère et son bébé. Et voilà, je vais finir par dire que ce à quoi j'ai commencé, que l'évolution néonatale dépend de manière essentielle de la prise en charge anténatale, d'un bon fonctionnement en réseau,
que les protocoles sont bien sûr nécessaires, mais que chaque cas reste unique et que la bienveillance et la relation de confiance restent indispensables. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Timbolchi. J'aurais juste une petite question. Est-ce que vous avez pu évaluer le taux de placement ou la nécessité des placements et donc la séparation de la mère ou du couple avec l'enfant? S'il faut évaluer sur la totalité des mères sous traitement par opioïdes, c'est une chose. S'il faut évaluer les mamans où il y a une polyconsommation, c'est un taux tout différent, en fait. Tout simplement. C'est pour ça que j'insiste autant sur ce qui se passe en anténatal, parce que pour l'énorme majorité des cas, on arrive à faire des retours à domicile pour ces mamans-là, quand les choses quand cette prise en charge permet à la mère de n'avoir que, entre guillemets, le traitement de substitution, où il n'y a pas de problématique familiale, où il n'y a pas de problématique conflictuelle. On se pose toujours la question, on a quand même beaucoup de problèmes sociaux et socio-économiques, et on se pose toujours la question du biais de recrutement. Donc oui, je dirais peut-être 50% pour les mamans où il y a une polyconsommation. C'est pas fameux. Et malheureusement, on n'en fait pas des vraies statistiques, nous, parce que finalement, on a un chiffre qui est assez bas. Et on retient, ce qui nous reste, ce n'est pas toutes ces hospitalisations-là qui finissent bien, mais surtout, ce qu'on retient, ce qui nous touche, ce sont les histoires qui finissent mal. Qui finissent mal par le placement de l'enfant, qui est en soi la chose à faire quand on a des inquiétudes, et là je rejoins complètement le Dr Koskas, mais qui finissent mal aussi, dont on a l'information bien plus tard, à 3 mois, quand on retrouve l'enfant qui a un hématome sous-dural qui a été secoué, ou à 6 mois, quand l'enfant est retrouvé 2 jours après, la mère est morte. Enfin, toutes ces histoires-là, ça ressort plus, donc il faut toujours essayer d'avoir l'équilibre dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, de rester bienveillant. Mais en vrai, grâce au travail qui est fait en amont, finalement, on a quand même un bon taux, si on peut parler de taux pour des chiffres si bas, de retour à domicile dans des conditions plutôt correctes, avec un suivi qui est tout aussi important par après. Nous faisons juste un petit lien et on accumule pas mal d'inquiétudes quand l'enfant part. Et on est bien content que les collègues que vous êtes fassent le travail aussi par la suite. Okay. Des questions dans la salle? Donc, Robert Lomborel, psychologue au service parentalité, donc travaille avec des visites à domicile pour des mamans addictives avec leur nouveau-né. Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il y a une proposition de prise en charge unité kangourou pour tous les nouveau-nés, même si de mère polytoxicomane? Oui. Et en général, ça se passe en chambre individuelle? Ça se passe toujours en chambre individuelle, toujours. Qui ne sont pas loin de l'unité de néonatologie. On a toujours, j'ai mentionné le scope en salle de naissance, mais ce scope suit l'enfant un petit temps, s'il n'y a pas de traitement pharmacologique, et un temps encore plus long, s'il y a un traitement pharmacologique qui est mis en place, et on commence à l'arrêter quand on est vraiment dans des bonnes conditions de sécurité. Donc ça, c'est... Après, ce n'est pas toujours évident. Ce qui pose surtout problème, c'est les mamans qui sont somnolentes, qui sont fatiguées. Et là, c'est pour ça que je vous parlais du temps. C'est extrêmement chronophage, tout ça, si on veut bien faire. Mais c'est toujours en unité kangourou. On propose aux mamans, je parlais de prendre le relais, on leur propose de prendre en charge l'enfant en pouponnière, notamment la nuit, si elles se sentent fatiguées, ou même la journée d'ailleurs. Et la pouponnière est véritablement à 3 mètres des 5 chambres de l'unité kangourou. D'accord. Même si le pronostic du départ pourrait être défavorable et qu'on pense que l'enfant ne va pas sortir avec sa maman? Oui. OK. Même.
même parce qu'on essaye quand même que l'enfant sorte avec sa maman, mais pas à domicile, en fait. Et ça, c'est un autre combat. Hein. C'est pas toujours, on ne trouve pas toujours la place. C'est pas simple. Oui. Donc, Claudio Pignoloni, pédopsychiatre. C'est une réflexion que je me suis faite. Je voulais déjà la faire durant l'exposé précédent. C'est dans tous ces prises en charge où on essaye de travailler en pluridisciplinarité et de faire des ponts entre les différentes spécialités. Moi, ce qui me frappe maintenant, aujourd'hui, c'est la place du pédopsychiatre dans tout cela. Je suis fort étonné. Alors, c'est peut-être un hasard ou c'est peut-être voilà, la situation telle qu'elle est, mais je me serais vraiment attendu à ce que la pédopsychiatrie ou les pédopsychiatres prennent une place dans ces prises en charge-là, parce que bien évidemment, une femme enceinte, c'est 2 êtres qu'on prend en charge. Et donc, il y aura tout le travail de l'accès à la parentalité, travailler la relation entre l'enfant et la mère, et le père aussi. Et donc, je voulais un peu savoir, voilà, qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment juste un ressenti de ma part et les pédopsychiatres ne sont pas présents, ou est-ce que les pédopsychiatres ne participent pas dans cette filière de prise en charge? Simplement, nous avons un collègue psychiatre qui fait partie de l'équipe du réseau, qui participe tout autant que le reste de l'équipe. Et on a une pédopsychiatre à qui on fait appel ponctuellement pour parfois des raisons tout pratiques, ou quand on a de vraies inquiétudes par rapport à ce qui se passe entre la mère et son enfant. Et c'est toujours la même personne, mais disons que les psychiatres sont bien présents. Pour ce qui nous concerne, le médecin addictologue est un somaticien, mais ce n'était pas le cas avant. C'était un psychiatre, et je ne saurais pas vous dire plus, parce que c'est plutôt une histoire d'organisation que d'absence de prise en compte et de nécessité. On est bien d'accord. Bonjour, je suis Nathalie Ravigna, je suis cadre soignante-chef de l'unité postpartum et kangourou au CHL, ici à Luxembourg. Et en fait, d'abord, je voulais faire part d'une frustration qu'on a souvent en hospitalisation, parce que même si c'est 8 jours ou parfois plus, c'est qu'une petite séquence dans la prise en charge de la patiente. Et pourtant, on a des réunions pluridisciplinaires pour voir comment va évoluer la suite de la prise en charge, même après l'hospitalisation. Mais par contre, les équipes n'ont pas souvent de retour sur comment s'est déroulée la suite pour la famille. Et ça, je pense que ça pourrait aider les équipes d'avoir ce genre d'informations. Bon, malheureusement, elle n'est pas avec un pourcentage de réussite important, on l'a déjà dit, mais quand même, je pense que ce serait très intéressant de pouvoir le faire. De manière plus systématique, oui, voilà, vous voulez dire, voilà, oui, complètement. Oui, voilà. Bon, et alors, moi, j'ai une autre question plus pratique par rapport à l'utilisation de l'échelle Finnegan. Vous l'utilisez en partenariat, en collaboration avec la maman, oui, pour établir le score à chaque... non, pas à chaque, ça dépend du moment. Ouais. Mais on essaye d'impliquer la mère le plus possible, ouais, effectivement. Ouais, ben, effectivement, chez nous aussi, mais je dois dire que ce n'est pas non plus possible à chaque prise, et je me demandais si dans d'autres services c'était possible. Non, et j'aurais pu vous donner des chiffres ou des fréquences, ouais, mais je me suis bien gardée parce que dans la pratique quotidienne, c'est pas toujours évident, et puis c'est un peu variable, c'est vraiment du sur-mesure. On essaie d'être les plus factuels possible,
En tout cas, au départ, on leur explique bien le système du scoring, mais bon, après, c'est pas toujours évident d'avoir leur participation active dans l'établissement du score. Il faut dire aussi que nous avons une seule puéricultrice pour les 5 places de l'unité kangourou. Et cette puéricultrice, elle est dédiée non seulement à ces mamans-là, mais c'est bien souvent le cas. Il suffit d'avoir une maman et un bébé qui ont cette particularité-là. Ça prend le temps qu'elle va dédier aux autres. Oui, absolument. Et il faut savoir qu'elle est quand même amenée à nous accompagner quand on a une prise en charge urgente en salle de naissance, quand on a une autre pathologie néonatale urgente qui nécessite de la néonatologie. Donc oui, c'est un équilibre à trouver qui limite aussi ce côté très rigoureux de la chose, faut le dire, faut être honnête. Mais... Qui encourage la pluridisciplinarité dans les maternités. Tout à fait. Ouais. Oui, je voulais juste réintervenir pour rassurer le pédopsychiatre, parce que le pédopsychiatre, enfin, dans l'unité, il est là depuis toujours, en fait. L'addictologue, enfin, en tout cas pour la maternité où je travaille, c'est plus récent. Donc le pédopsychiatre, en tout cas dans la maternité, il a un mi-temps, il est là en permanence, enfin il est là beaucoup plus. Donc évidemment, toutes ces patientes-là sont suivies par un pédopsychiatre aussi en amont pour évaluer le lien mère-enfant. Et évidemment, enfin quand c'est évident, peut-être que du coup il faudrait quand même le dire. Mais bien évidemment, mais par contre, voilà, l'addictologue, il n'est pas toujours. Moi, j'ai toujours dit l'équipe, mais dans cette équipe-là, il est bien évident qu'il y a une évaluation psychiatrique. Une dernière question dans la salle. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation et vos explications. La question que j'aurais sort peut-être un petit peu du cadre de ce que vous avez présenté, tout en étant un petit peu complémentaire, je pense. C'est en prenant en compte des phénomènes d'épigénétique, en fait, je me demande s'il y a des données existantes sur, quand il y a un géniteur consommateur de substances psychoactives, est-ce qu'il y a des données existantes sur l'effet que ça pourrait avoir, son patrimoine génétique transmis au nouveau-né pour la santé et le développement de cet être humain? Merci. Il y a certainement des études que je ne connais pas, hein. Je vous le dis clairement, parce qu'on est toujours un peu pris par le quotidien et par la chose la plus urgente. Donc non, je ne sais pas. Il y a probablement des études, il y aura peut-être, s'il n'y en a pas à partir de maintenant, vu ce qui se passe aux États-Unis, mais honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça, je ne sais pas. On pourrait imaginer que oui, mais je n'en sais rien. Je ne connais pas le sujet assez bien. Voilà, merci Dr Timbolchi, merci au public d'avoir interagi aussi richement. Voilà, je vous propose d'aller vous restaurer. Donc rendez-vous au restaurant qui se situe, vous allez trouver vite le chemin, un peu plus haut. Et on se retrouve à 14h précises pour poursuivre, notamment sur l'ensemble des réseaux qui peuvent être utiles dans cette prise en charge est important. Merci, bon appétit.